Je vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est sur un cours de connaissance des aliments avec des premières années. Alors, n'hésitez pas, hein, on vous a dit si vous voulez poser des questions. Alors, ça y est, une question. Est-ce que c'est possible de faire des tests par alternance? Alors, j'en ai entendu parler, mais je ne vois pas comment c'est possible, en fait, vu le contenu du diplôme. Vu la densité des apprentissages. Et en plus, une alternance, ça signifierait une seule entreprise, alors que le BTS doit être complet au niveau des stages sur plusieurs domaines de compétences. Donc, une alternance, c'est compliqué. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas encore bien cerné. Peut-être que Corinne pourra plus. Oui, alors si je peux me permettre à nos invités, peut-être que je n'ai pas été tout à fait claire un petit peu dans le déroulement de cette séquence, c'est-à-dire que là, nos étudiants sont actuellement en cours. Donc, c'est vrai que concernant toutes les questions, que ce soit l'alternance, voilà, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus d'approfondissement sur le déroulement ou le contenu, je vous invite à poser vos questions à l'issue du cours. D'ici 1h30, je reviendrai voilà, pour répondre à toutes ces questions. D'accord? Et là, on va laisser voilà, le cours se dérouler pour ne pas gêner la classe de Madame Kleiner. Je vous dis à tout à l'heure. D'autre part, s'il y a des personnes qui ne pouvaient pas rester pendant ce cours-là, voilà, pour différentes obligations, mon numéro de téléphone s'est affiché. Donc, vous pouvez, sinon, si vous le souhaitez, me recontacter au 07 78 47 73 27. Merci. Alors, on va garder les questions pour tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions sur le cours, sur ce qui va se dérouler. On est donc avec des premières années en fin de première année, donc qui ont déjà des connaissances, certains acquis, mais on a choisi, on allait faire ce cours-là, j'ai juste tiré quelques jours. Donc, on a choisi de faire le cours sur les fruits et légumes frais. Ça tombe bien parce qu'il est assez accessible, on va dire, pour vous. Donc là, les premières années, on va attaquer le cours sur les fruits et légumes frais. Donc ça fait partie du dernier groupe qu'on va étudier cette année, c'est-à-dire les végétaux d'une façon générale. Et on va commencer par les fruits et légumes frais. Donc après, on aura aussi les légumes secs, les fruits oléagineux, les graines oléagineuses, etc. Mais ce qui est le plus consommé, c'est les fruits et légumes frais. Donc on va commencer par ça. Et puis après, sur les autres parties de ce groupe, on verra les différences. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui s'appelle Bénédicte qui a son micro allumé. Et effectivement, ça fait du retour. Ouais. Alors. Voilà. Si vous pouvez juste, voilà, si vous voulez parler, il n'y a aucun souci, mais juste allumer le micro au moment où vous parlez. Sinon, on a beaucoup de retours. Ça fait pas mal de bruit, en fait. Merci. Alors, du coup, voilà, les fruits et légumes frais. Donc, on l'a vu depuis le début de l'année et on l'a vu en s'appuyant sur le PNNS 4. Alors, est-ce que quelqu'un de la classe peut me rappeler ce qu'est le PNNS 4? Le PNNS en général. C'est le plan national de nutrition santé. Le programme, ouais, national nutrition santé. Alors, à quoi il sert? Établir des règles et des normes au niveau de l'hygiène, de la nutrition. Alors, l'hygiène, pas du tout. C'est juste de la prévention au niveau de la nutrition. C'est de la recommandation. Donc, ça, c'est la base pour nous de référence par rapport aux recommandations qu'on doit faire au grand public. Il y a une partie accessible au grand public. C'est pour ceux qui assistent au cours, là, qui ne sont pas de la classe, c'est ce que vous voyez quand vous voyez 5 fruits et légumes par jour, etc. Ça vient en fait de ce programme national nutrition et santé. Donc, il y en a un qui est sorti l'année dernière, il est renouvelé tous les 4 ans à peu près, parce que parfois il y a des petits retards. Voilà, donc la base du PNNS, c'est les grosses recommandations sur les groupes alimentaires. Donc, c'est en termes de prévention publique. Donc, du coup, nous, ce qu'on a déjà vu en étudiant le PNNS, c'est que les fruits et les légumes, ainsi que les céréales et les féculents d'une façon générale, ça devrait être la base de l'alimentation pour qu'on puisse avoir un équilibre. Mais on constate bien que les végétaux en particulier sont très peu consommés, en tout cas sont insuffisamment consommés actuellement en France. Pas le seul pays, mais on parle essentiellement de la France. Alors que on l'a vu, le fait de consommer des végétaux frais en particulier, ça va participer à prévenir beaucoup de pathologies éventuelles.
Alors, quelles pathologies éventuelles peuvent être prévenues par la consommation de fruits et légumes? Est-ce que quelqu'un pourrait me le dire? S'il y en a hors de la classe qui veulent participer, vous pouvez aussi. Le cancer colorectal et les maladies cardiovasculaires. Ouais, merci. Merci Laurie. Donc effectivement, il y a pas mal de maladies qu'on peut appeler des maladies de civilisation d'ailleurs, qui peuvent être évitées avec une consommation suffisante de fruits et de légumes, en particulier parce qu'ils contiennent des fibres, mais aussi parce qu'ils contiennent des antioxydants, etc. Donc on va revoir au fur et à mesure du cours. Et c'est pour ça qu'on insiste autant pour cette consommation de fruits et de légumes, parce qu'actuellement, on est vraiment en dessous. Et, voilà, et ça pourrait éviter pas mal de pathologies. Il y a le diabète aussi, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait éviter un certain type de diabète. Alors, les fruits et légumes, c'est quoi? Donc, les fruits et légumes, c'est des parties de végétaux qu'on va consommer. Donc, d'un point de vue botanique, si on prend le fruit d'un point de vue purement botanique, en fait, c'est le résultat de la fécondation d'une fleur. Donc, finalement, il y a plein de légumes qu'on consomme qui, botaniquement, sont des fruits. Alors, c'est pas très, très grave, hein, peu importe. De toute façon, ça reste des végétaux. Nous, on va les classer autrement parce qu'on a besoin de les rapprocher d'un point de vue nutritionnel. Donc, on les classera en termes de fruits. C'est-à-dire, les fruits, c'est plutôt ce qui est associé au goût sucré. Donc, on consomme plutôt en dessert, éventuellement en jus, même si on a vu depuis le début de l'année que les jus, c'est quand même à éviter fortement. Et les légumes, on va considérer que c'est ceux qu'on consomme plutôt en salé, donc en entrée, en accompagnement. Voilà, c'est comme ça que nous, on fera la différence entre les deux. Mais voilà, sachez qu'il y a énormément de légumes qui, finalement, d'un point de vue botanique, sont des fruits. Nous, on les rapprochera par rapport à leur valeur nutritionnelle, par rapport à ce qu'ils contiennent. Pour nous, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, on va voir un petit peu comment sont classés les fruits, parce que ça dépend en fait des parties du fruit qu'on va consommer. Et ça leur donnera aussi des qualités nutritionnelles un petit peu différentes, hein, en fonction de si on consomme une racine ou des feuilles, on n'aura pas exactement la même chose dedans. Alors, pour les légumes, si on fait une classification botanique des légumes, donc c'est basé sur l'organe qui est consommé. Donc, je vous ai mis des exemples. Ah oui, pour expliquer à ceux qui ne sont pas de la classe et qui participent au cours, j'ai pour habitude de toujours envoyer les cours aux élèves à l'avance. C'est-à-dire qu'ils doivent les lire avant, on le regarde ensemble après, et du coup, on peut prendre plus de temps sur des choses qui sont un peu plus compliquées et passer vite sur ce qui est plus simple. Donc, du coup, là, ils ont le cours. Vous ne l'avez pas, mais eux, ils ont le cours. Donc, ça n'a rien changé qu'on soit en vidéo parce qu'en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Voilà, donc les légumes, donc je vous ai mis plusieurs exemples. On a les légumes racines, c'est pour vous situer un petit peu. Les légumes racines, type les radis, les carottes. Les légumes bulbes, alors c'est tout ce qui est oignons, ail, échalotes, mais aussi les poireaux, parce que c'est un bulbe. Mais il y aura deux parties, hein, on pourra consommer aussi les feuilles. Les tubercules, donc ça, vous connaissez les pommes de terre, la patate douce. Les pousses ou germes, comme les pousses de soja, hein, donc ça c'est très à la mode en ce moment, il y a pas mal de consommation de ces produits. Ensuite, on a des légumes tiges, comme les asperges, par exemple, là on voit bien, hein, c'est une tige qui va sortir. Les légumes feuilles qui ont un intérêt, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'intérêt des légumes verts à feuilles d'un point de vue nutritionnel? C'est par rapport aux fibres, non? C'est pas ça? Pas plus que ça, enfin, oui, mais il y en a d'autres qui en ont. Non, non, il y a un C'est nutriment. par rapport à l'apport en fer, non? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. C'est par rapport à l'apport en fer? Non, du tout. Il n'y a quasiment pas d'intérêt dans les végétaux avec le fer. Même s'il y en a, il n'est pas absorbé. Alors, quelqu'un m'a dit l'apport des vitamines. Oui, alors ça va permettre d'aider mes élèves. Il y a une vitamine en particulier. C'est pour dans un cas d'un état physiologique particulier. La B9? Oui, merci Laurie. Il y a un apport en B9 sur ces légumes verts à feuilles. Alors, il n'y aura pas que là, mais particulièrement ceux-là. Alors, quelqu'un m'a dit la B12, donc pas du tout la B12, parce que la B12 d'origine végétale, déjà, elle est très très rare et elle n'est pas du tout absorbée. Donc, même s'il y a de la B12 dans des végétaux,
ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas absorbé. Voilà. Donc la B12 ne sera utile que dans les produits d'origine animale. Alors ensuite, donc les légumes verts à feuilles qui sont importants quand on va traiter des cas de femmes enceintes. Hein, la B9, c'est par rapport à ça. Donc il faudra penser en mettre quand il y a des menus à faire, etc. Ensuite, les légumes qu'on appelle des légumes fleurs, donc, comme le chou-fleur, le brocoli. Les légumes fruits, dont on parlait tout à l'heure, ou fruits légumiers. Donc ça, c'est les tomates, les aubergines, les olives aussi, qui normalement devraient faire partie, qu'on consomme salé, mais voilà, c'est un fruit. Et tout ce qui est cucurbitacé, donc c'est les citrouilles, les courges, les potirons, etc. Tout ça, c'est consommé comme des légumes, mais botaniquement, ce sont des fruits. Après, on a les graines fraîches qui sont un tout petit peu à part, comme le petit pois, la fève fraîche. Donc, vous vous rappelez, là, ceux de ma classe, on en a déjà parlé. Le petit pois, on se pose toujours la question où est-ce qu'on le met, est-ce qu'on considère que c'est un légume, que c'est un féculent, etc. Donc, on a tranché, hein, parce que dans le dernier rapport de l'ANSES, on a bien vu qu'il avait mis en exemple sur les légumes frais. Donc, à partir de là, on va considérer que c'est un légume. Et puis, c'est surtout qu'on évite on évite dans un sujet d'examen de parler des petits pois si on ne vous en a pas parlé. Hein, comme parfois il y a des différences d'avis. Mais si vous avez besoin d'en parler, vous êtes quoi le justifier. Dans le dernier rapport de l'ANSES, ça a été cité comme un exemple dans les légumes, donc on va le considérer comme un légume. Ensuite, on aura les légumes secs, donc là qui seront étudiés complètement à part, hein, parce que au niveau nutritionnel, ça ne sera pas du tout la même chose. Alors, les légumes et les fruits secs, c'est exactement la même chose que les fruits et les légumes frais. C'est juste qu'ils ils ont beaucoup moins d'eau. Soit ça a été fait naturellement parce que c'est comme ça que la plante pousse, soit on l'accélère et on le fait nous-mêmes. Donc en fait, au départ, c'est pareil, c'est juste que ça va tout concentrer. Après, on aura les champignons, pareil, qui seront étudiés à part parce qu'ils ont quand même des petites différences d'un point de vue nutritionnel. Et puis bon, leur consommation n'est pas énorme, mais on le verra un petit peu après. On aura les algues. Alors, c'est pareil, on fera un petit chapitre sur les algues parce qu'on en consomme un peu plus qu'avant. C'est pas non plus énorme, mais il y en a un petit peu plus. Et puis, d'un point de vue nutritionnel, ils sont un petit peu différents des légumes. On ne peut pas les englober dans nos fruits et légumes là, de départ. Voilà. Alors, toute cette classification des légumes, elle ne tient pas du tout compte de la façon dont nous, on les utilise, en fait, et de la façon dont c'est cuisiné. Parce qu'il y a une classification culinaire qui est beaucoup plus simple. C'est celle qu'on vit dans le quotidien, en fait. On a les légumes crus ou les crudités qui sont consommés plutôt en entrée, hein, des salades de tomates, du céleri, etc. Les légumes cuits, ils sont plutôt consommés en accompagnement, même si on peut en trouver parfois en entrée. Et puis après, on peut mettre aussi les légumes qu'on appelle condiments, c'est-à-dire qui sont utilisés mais en toute petite quantité, comme l'ail, le persil, enfin, les herbes. Tout ça, ça reste des légumes, mais c'est utilisé en beaucoup plus petite quantité. Alors, les légumes crus et les légumes cuits, donc les crudités et les crudités, pensez bien, comme on était en train de travailler dessus justement, dans vos plans alimentaires, à ce qu'il y ait bien noter une crudité à un moment, qui est une crudité ou légumes cuits comme vous voulez, mais ouais, c'est une appellation que vous pourrez trouver dans vos plans alimentaires. Alors, maintenant, une petite classification aussi des fruits, hein, pour poser un petit peu les choses. Alors, les fruits, là, on va étudier les fruits frais, hein, mais c'était pour vous montrer tout ce qui fait partie du groupe. Donc, on a les fruits frais, ou on peut appeler aussi les fruits aqueux, parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. C'est ceux qui sont le plus consommés, hein, même si on consomme un petit peu les autres, mais c'est quand même ceux qui représentent la majorité de la consommation. Et du coup, c'est ceux qu'on peut consommer éventuellement en jus aussi, même si, je le redis une deuxième fois, on évite de consommer des jus de fruits de toute façon. Ensuite, on aura, pareil, ça sera étudié dans un petit chapitre à part, les fruits qu'on appelle amylacés. Amylacés, ça veut dire tout simplement, je voulais noter, hein, qui sont riches en amidon. Donc ça, en fait, ça concerne les châtaignes, les marrons. C'est juste ça qui fera partie des fruits amylacés. Et on les étudie vraiment à part parce que comme ils sont riches en amidon, on va les mettre en équivalence dans les menus avec des féculents. Donc ce ne sera pas du tout la même chose qu'une pomme, une poire. Donc on ne les mettra pas du tout en équivalence avec d'autres fruits, on les mettra
en équivalence avec des féculents. Après, on verra aussi les fruits oléagineux. Donc, dans les fruits oléagineux, on a deux choses. On a les fruits et les graines. Donc, les fruits oléagineux, ça sera avocat, olive, noix de coco. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont étudiés tous les trois ensemble. Donc, ils sont plus riches en lipides. Et après, on a les graines oléagineuses. Alors, c'est ce qu'on appelle couramment les fruits à coque. Donc, tout ce qui est noix, noisettes, sésame, etc. Et est-ce que vous vous rappelez de la recommandation qui est faite dans le dernier PNNS par rapport aux graines oléagineuses? C'est une poignée de fruits à coque par jour. Oui, voilà, c'est la recommandation, mais qui n'est pas absolument obligatoire, entre guillemets. Enfin, rien n'est obligatoire, mais c'est une petite recommandation en plus. Alors, avocat, olive et noix de coco. Quelqu'un qui m'a posé la question. Oui, la recommandation par rapport aux graines oléagineuses, donc fruits à coque, c'est un petit plus qui a été mis. Elle est moins imposée que les autres, on va dire, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi, vous en avez parlé. Non, personne. Super cher. Comment? J'ai pas entendu, elle dit. Ça coûte méga cher. Exact. En fait, c'est ça. Ça a été beaucoup discuté parce que ça devait être intégré dans les recommandations. Et ça serait bien que ce soit intégré parce qu'on a des lipides avec un profil lipidique qui nous intéresse énormément. Mais le problème, c'est que déjà, il y a pas mal de gens qui les connaissent très peu, ces produits-là. Voilà, toute la population ne consomme pas des graines oléagineuses. Et deuxième chose, c'est des produits qui sont chers. Donc, on ne pouvait pas l'intégrer aux recommandations en disant tous les jours, on doit consommer une poignée de graines oléagineuses. Donc, c'est une petite recommandation qui est un peu en marge, qui est à part, qui est là, mais qu'il faut essayer de pas trop mettre en avant non plus. Parce qu'on l'avait vu, hein, le passage entre le PNNS 3 et le PNNS 4, il y a un gros changement de façon de communiquer, de s'exprimer, de vocabulaire, parce qu'ils ont constaté que sur les anciens PNNS, les recommandations étaient un petit peu trop injonctives, ça demandait un petit peu trop de faire des choses qui n'étaient pas forcément réalisables, c'était un peu loin du quotidien. Donc dans le PNNS 4, ils se sont adaptés et du coup, ils se sont rendus compte que si on donnait des recommandations qui n'étaient pas réalisables par la population laissait tomber complètement. Alors que si on se rapproche de ce qui est possible, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le truc idéal, mais qu'on essaye de faire entre les deux, on a un suivi de la population des recommandations qui est beaucoup plus important. On augmente le nombre de gens touchés et on augmente l'adhésion aux recommandations. Voilà pourquoi ces graines oléagineuses qui pourtant ont beaucoup d'intérêt ne sont pas extrêmement mises en avant. Mais à retenir, hein, quand vous aurez des patients, que quand c'est possible, qu'ils aiment ça, qu'ils connaissent et qu'ils peuvent éventuellement en acheter, la petite poignée par jour, elle est très très intéressante. Alors après, on verra aussi, donc après ce gros chapitre, on verra les fruits secs ou séchés. Donc c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est comme pour les légumes. Les fruits secs ou séchés, ça peut être n'importe quel fruit qui a été déshydraté, que ce soit naturellement ou qu'on l'ait poussé un petit peu. Donc ça peut être les dattes, les raisins, les abricots, enfin tous les fruits peuvent être séchés. Donc ils auront la même chose que le fruit frais, sauf qu'on enlève l'eau, donc on l'a déjà vu dans les procédés de conservation. Et on déshydrate, on concentre tout. Autant au niveau des nutriments que du goût, la flaveur, etc. Par contre, ça va concentrer aussi les glucides, puisqu'on n'a plus d'eau, on aura quasiment que les glucides. Donc attention, la consommation, la recommandation sera un peu différente. Alors, la classification des fruits frais, parce que là, sur ce chapitre, c'est les fruits qui vont nous concerner. Donc, les fruits frais, ils sont classés de... Alors, très sucré, attention, je mets ça entre guillemets parce qu'il faut pas mal comprendre encore une fois le côté sucré. Hein. Donc, de très sucré à très acide. Donc, ceux qu'on appelle très sucrés, c'est ceux qui auront entre 15 à 20% de glucides. Donc, je vous ai mis des exemples, hein, litchi, raisin, banane, etc. Les fruits qu'on va appeler sucrés, entre guillemets, ça va être entre 10 et 15% de glucides. Donc, c'est les fruits assez couramment consommés. Hein, la poire, la pomme, c'est dans cette catégorie qu'elles vont se retrouver. Ensuite, on aura les fruits qui sont appelés acides. Alors, attention, les fruits acides, c'est pas pour ça qu'on sent forcément l'acidité, parce qu'on a quand même des glucides à côté. Et en fonction de la répartition des glucides qu'on a, on va retrouver fructose, saccharose et glucose.
Donc, en fonction de cette répartition, on aura un pouvoir sucrant plus ou moins important. Donc, l'acidité sera un peu sera cachée par ces glucides. Donc, ça, c'est l'orange, la fraise, etc. Et après, on a les fruits très acides. Alors là, pour le coup, on a quand même beaucoup moins de glucides et on a beaucoup d'acide organique. Donc là, on va le sentir un petit peu plus, ce côté acide. C'est le citron, la framboise. Donc là, même si on a un peu de glucides, ça ne sera pas suffisant, le pouvoir sucrant, pour recouvrir l'acidité. Alors, avant d'aller sur la valeur nutritionnelle, on va parler de la qualité organoleptique des fruits et des légumes. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que veut dire organoleptique pour ceux qui assistent au cours? Ce que ça veut dire organoleptique? Oui. Organoleptique, en fait, c'est par rapport au sens, c'est-à-dire l'odeur, le goût, la vue aussi. Et qu'est-ce que j'oublie? Le goût, la vue. Et l'ouïe, ça peut. Par exemple, un truc qui est croustillant, on va l'entendre. Voilà. Exact. Organoleptique, c'est tout ce qui se rapporte au sens, donc tout ce qui va stimuler les sens, que ce soit au niveau du goût, de l'odeur, etc. Et au niveau des fruits et légumes, alors pour tous les aliments, mais les fruits et légumes, ça va être encore plus parlant. On va avoir des modifications en fonction de plein de choses. Donc on va déjà s'attaquer à la saveur, donc tout ce qui est arôme, goût, odeur. Donc petit rappel, l'arôme, c'est ce qui est perçu par rétro-olfaction, hein, donc c'est l'arrière du nez. Et la flaveur, c'est l'ensemble du goût et de l'odorat. Hein. Donc l'odeur, c'est ce qu'on sent directement. Indirectement, c'est ce qu'on appelle l'arôme. Et les deux ensemble, c'est la flaveur. Alors, toutes ces sensations, donc ce qui concerne la saveur, va varier en fonction de la variété du végétal, évidemment. Hein, en fonction du type de fruits ou de légumes qu'on va avoir, on n'aura pas la même chose. Alors, il y a une question là, à laquelle je peux répondre rapidement. Est-ce que nous sommes sur le programme du BTS Diète à distance ou bien est-ce que la situation actuelle qui fait que le cours est en visio? C'est la situation actuelle qui fait que le cours est en visio, mais le programme du BTS est toujours le même de toute façon. Actuellement, il n'y a pas de cours en visio sur les programmes à distance. Là, on est sur du présentiel. Normalement, on doit être tous dans la même classe. Mais sinon, les programmes sont les mêmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Aurélie. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, donc en fonction du végétal, on va avoir évidemment donc, une saveur différente. La teneur en glucides va varier en fonction de l'espèce et du degré de maturité. Donc ça se ressentira au niveau de la perception quand on va manger aussi le végétal, évidemment. Le pouvoir sucrant, je vous en ai parlé tout à l'heure. En fonction de la répartition de la quantité des glucides présents, on va avoir un pouvoir sucrant différent. Donc du coup, quand on va le consommer, on va plus ou moins sentir ce goût sucré. Donc pour rappel, on aura essentiellement glucose, saccharose, fructose dans les végétaux. Et je vous ai remis les pouvoirs sucrants. Donc le glucose a un pouvoir sucrant qui sera moins important que le saccharose et qui sera encore moins important que le fructose. Donc plus on a de fructose, plus on sentira le goût sucré. Après, donc, ces saveurs vont aussi être modifiées en fonction des modes de culture. Évidemment qu'un végétal qui pousse en plein champ naturellement n'aura pas le même goût qu'un fruit ou un légume qui aura été cultivé sous serre ou hors sol. On le reverra après, hein, pourquoi, quelles sont les raisons de cette différence, mais voilà, instinctivement, ça semble assez évident. Après, ça dépend aussi de la saison et des conditions météorologiques. Hein, on sait bien qu'il y a des fruits et des légumes qui vont être plus sensibles aux conditions météo et il y a des récoltes qui vont être beaucoup plus petites, voire absentes si on a eu trop d'eau, pas assez d'eau, des orages au dernier moment. Ça résonne souvent pas mal par rapport au vin, en fait. On le voit souvent au niveau à l'automne quand c'est les vendanges, parce qu'en fonction du temps qu'il a pu faire pendant l'été, on en entend beaucoup parler. Et ça concerne du coup tous les végétaux qui peuvent être touchés par ces conditions météo. Alors après, le goût donc, va être modifié aussi en fonction de la teneur en tanins. Alors, est-ce qu'il y en a qui voient un petit peu ce que c'est les tanins? C'est des antioxydants. Je n'ai pas entendu, Marion. C'est des antioxydants.
Oui, 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 voilà. Donc, c'est des antioxydants qui sont présents naturellement dans pas mal de. On le voit souvent dans des fruits. En fonction de cette quantité, quand on les consomme. Alors, encore une fois, je fais référence au vin, mais ça se sent sur certains vins qui sont un peu trop jeunes, qui avaient des tanins, qui n'ont pas eu le temps d'être assouplis. Quand vous buvez le vin, vous avez une sécheresse dans la bouche. Et ça, c'est les tanins. Ça se retrouve beaucoup dans les fruits essentiellement, dans les légumes aussi, mais surtout dans les fruits. Donc, en fonction de cette quantité, il y aura une perception différente quand on va consommer le végétal. Après, en fonction aussi de la quantité des acides organiques dont on a déjà parlé, on va avoir une perception différente quand on mange le végétal. Il faut savoir qu'il y a plus de 500 molécules qui vont participer à la flaveur des fruits et des légumes. Donc c'est ça qui nous donne aussi une telle variété, même au sein du même fruit. Par exemple, vous prenez une pomme, en fonction de la variété, on va avoir des goûts complètement différents. Donc c'est parce que la variété est différente et du coup sa composition en toutes ces composés volatiles est différente. On n'aura pas le même goût à la fin, même si ça reste une pomme. Alors ensuite, la couleur. Donc la couleur, elle est due aux pigments. Alors là, ils vont nous intéresser les pigments, parce que justement, il va y avoir des antioxydants. Donc on va avoir des pigments qui sont présents dans les fruits et les légumes. C'est un groupe alimentaire où on a une grande variété. On va avoir toutes les couleurs. Les étals sur les marchés, là, quand on a plein de fruits et de légumes, c'est super joli. Donc ces pigments, ils vont se développer tranquillement, normalement, au fur et à mesure de la maturation des végétaux. Alors, on a deux types de pigments. On a des pigments liposolubles et des pigments hydrosolubles. Alors, liposoluble, c'est quoi? Qui sont solubles dans l'eau. Lipo, Liposolubles dans les lipides. dans les lipides. Donc, ça sous-entend que pour avoir ces pigments liposolubles, il faut qu'on ait un petit peu de lipides. Alors, vous le savez déjà d'avance, il n'y en a quasiment pas dans les fruits et les légumes, mais on aura suffisamment de traces pour justement avoir l'apport de ces pigments. Donc, les pigments liposolubles, c'est ceux qui, c'est en fait les chlorophylles et les caroténoïdes. Donc, les chlorophylles, c'est ceux qui donnent la couleur verte. Les caroténoïdes, c'est ceux qui donnent les couleurs, on va dire orange, mais en fait, il y a tout un panel de couleurs qui va s'étendre. Donc, la chlorophylle, vous connaissez, hein, la photosynthèse, tout ça, voilà. C'est ces pigments-là, c'est ces pigments verts qui vont faire cette photosynthèse. Donc, qui donne la couleur verte qui peut se modifier un petit peu en brun en fonction de la cuisson sur certains végétaux. Après, donc, les caroténoïdes, il y a plusieurs familles dans les caroténoïdes. On a des carotènes, on a des xanthophiles. Et ce que je vous disais, ils vont donner toutes les couleurs à partir du jaune jusqu'à aller au rouge foncé, en passant par l'orange, le rose, etc. Donc, c'est toute cette famille de caroténoïdes qui vont nous permettre d'avoir toutes ces couleurs. Attention, ils sont sensibles à pas mal de choses, à la chaleur, à la lumière, à l'oxydation, etc. On le voit bien quand on va découper des végétaux, on peut avoir une couleur qui diminue. Alors, un végétal, quand il est vert, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de caroténoïdes. Parce qu'en fait, le vert, donc la chlorophylle, les chlorophylles vont donner du vert qui recouvre les autres pigments. Donc ça, vous le voyez facilement au moment de l'automne, quand les feuilles qui étaient vertes vont changer de couleur. En fait, c'est que la chlorophylle arrête d'être synthétisée et du coup, ça laisse apparaître les autres pigments qui étaient cachés en dessous. Donc, qui deviennent, on voit bien à l'automne, toutes les couleurs qu'on a, de l'orange au rouge, en fonction des végétaux. Donc, c'est pas parce qu'un aliment est vert, un végétal est vert, qu'il n'a que des chlorophylles. Il peut avoir aussi des autres pigments. C'est bon, il n'y a pas de questions? On les retrouve, Alors, oui, Marion? on les retrouve dans les œufs aussi, non, les xanthophiles. Les xanthophiles, oui, c'est dû à l'alimentation de la poule, en fait. Si elle en a consommé, on va en retrouver un petit peu. C'est ça qui donne la couleur au jaune. Et les caroténoïdes aussi? Si, ouais, en fonction de l'alimentation, ouais. Ok. Alors après, donc, les autres pigments, c'est les pigments hydrosolubles. Donc, c'est ceux dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est essentiellement des polyphénols. Donc, vous avez sûrement tous entendu parler des polyphénols. Donc, dedans, on a plein de familles. Hein. Il y a des flavonoïdes, etc. Donc, je vous ai mis plusieurs noms.
Donc, dans les polyphénols, on a ces fameux tanins dont on a parlé tout à l'heure. Certains sont responsables du coup de la sécheresse buccale, d'autres vont être responsables un petit peu de l'amertume, comme dans le pamplemousse. Voilà, donc on va voir après le rôle, mais ceux-là sont responsables de couleurs qui vont être plus foncées, en fait, on va dire. Donc, c'est plus sur le violet, comme sur les mûres, les myrtilles, les prunes. Ils vont donner ces couleurs-là. Et on a tout l'arc-en-ciel avec ces différents pigments. Alors, on a plein de pigments, mais en fait, ils ne servent pas qu'à colorer nos végétaux. Ça serait déjà bien, mais ils font autre chose. Donc, le rôle de ces pigments, ça va être de donner la couleur, mais c'est aussi que ce sont des puissants antioxydants. Donc, on en a déjà un petit peu parlé rapidement, mais c'est dans ce chapitre-là qu'on va le développer un petit peu plus, parce que c'est vraiment les végétaux qui vont nous permettre de lutter contre ça. Les antioxydants vont lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydatif ou stress oxydant. Vous pouvez le voir indiqué aussi sous cette forme-là. Alors, le stress oxydant, vous l'avez peut-être entendu parce que pardon, on vous parle parfois des radicaux libres. Peut-être qu'ils ont entendu parler des radicaux libres. Ouais, il y en a qui ont mis. Donc, les radicaux libres, c'est des espèces qui existent naturellement. En gros, c'est des molécules qui ne sont pas stables du tout, qui ont des électrons qui sont célibataires autour. Donc, normalement, les électrons sont appariés avec d'autres choses. Là, il y en a qui sont célibataires, donc des électrons qui sont tout seuls, ils cherchent qu'une chose, c'est à aller s'accrocher quelque part. Donc, du coup, ça nous en fait des molécules qui sont très peu stables et qui vont essayer d'aller s'accrocher quelque part. Donc, en fait, ça va produire ce qu'on appelle des espèces réactives, soit oxygénées et azotées, donc ROS ou RONS, qui vont être touchées par ce stress oxydant ou oxydatif. Ce que ça provoque, en fait, c'est en gros, ça abîme un petit peu les cellules qui sont touchées. Ça provoque le vieillissement des cellules, donc finalement de notre organisme en général. Donc, dans une situation normale, on a de quoi en fait éliminer ces radicaux libres. C'est-à-dire qu'on a naturellement des enzymes qui sont présentes. On a un apport par l'alimentation justement des antioxydants, de polyphénols, de certaines vitamines que vous avez déjà vues, donc vitamine A, vitamine C, vitamine E, qui sont naturellement des antioxydants. Certains minéraux, le cuivre, le zinc, qu'on a vu aussi il y a peu de temps. Donc tout ça, c'est antioxydant. Donc quand tout va bien, qu'il n'y a pas trop d'agression, qu'il n'y a pas trop de radicaux libres et qu'on a une alimentation équilibrée, tout ça s'équilibre, ça se neutralise sans problème, on élimine les radicaux libres, tout va bien. Par contre, à partir du moment où la situation n'est pas équilibrée, n'est pas tout à fait normale, on va avoir une augmentation importante des radicaux libres. Et ça peut être provoqué par, alors, vu qu'on est en période de confinement, on va se retrouver avec pas mal de critères. Donc, ça peut être augmenté par la sédentarité, par une alimentation trop riche, donc soit en mauvaise graisse entre guillemets, soit trop riche en sucre, etc. Par le tabagisme, par l'excès de sport, bon là actuellement ça ne doit pas être trop le cas, par la pollution, etc. etc. L'exposition solaire aussi va provoquer une fabrication excessive de radicaux libres. Donc voilà, tous ces facteurs, plus il y en a, plus ils durent longtemps, plus ça augmente en fait la fabrication des radicaux libres qui vont faire vieillir en gros les cellules et donc notre organisme. Donc plus on augmente ça, le système qui normalement permet d'éliminer ces radicaux libres va être saturé et il ne pourra pas du tout le gérer. Donc c'est là que c'est d'autant plus important d'avoir un apport en antioxydants important. Donc d'avoir une consommation de fruits et légumes qui est correcte. Donc, qui est correcte ou qui au moins arrive aux recommandations. Donc c'est quoi les recommandations d'ailleurs pour les fruits et légumes? J'en ai déjà parlé, mais on peut le rappeler. C'est au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, 5 fruits et légumes, vraiment? Non, 3 légumes et 2 fruits. Alors, on peut manger, par exemple, 2 pastèques et 3 courges. Portion. Merci, Claire. Donc, en fait, il faut être précis parce que ça ne veut pas dire la même chose.
il faut en fait qu'il y ait au moins 5 portions de fruits et de légumes. Voilà. Donc, portions, en fonction, si c'est une entrée, un accompagnement, ça sera un petit peu différent, mais attends, on l'a déjà vu. Donc, au moins 5 portions de fruits et légumes, avec effectivement plutôt 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit 8 par jour. Alors, si vous arrivez à 8, il n'y a aucun problème, mais c'est au moins 5. Et la plupart des gens ont du mal à arriver aux 5. Alors, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais dans les premières recommandations du PNNS, on parlait de 10 portions par jour. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont un peu réévalué leur communication, parce que 10 par jour, la plupart des gens ont dit non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, ils n'ont même pas tenté d'augmenter leur consommation. Ils ont laissé tomber. Voilà. C'est pour ça que depuis, la communication change. Ils essayent d'adapter pour toucher plus de monde et que ce soit un peu plus réalisable. Hein, parce que si l'objectif est trop élevé, c'est pas possible. Voilà, donc du coup, cette recommandation elle a d'autant plus d'intérêt et d'impact quand on comprend le principe du stress oxydatif qui est provoqué par pas mal de situations qu'on vit actuellement. Et vu la vie qu'on mène, même avant le confinement, il y a pas mal de gens qui sont beaucoup trop sédentaires, qui ne mangent pas de façon équilibrée, qui peuvent éventuellement fumer, etc., et s'exposer au soleil. Donc la recommandation elle est d'autant plus importante. Alors attention, inutile de consommer des antioxydants en complément alimentaire ou des fruits et légumes à outrance, parce qu'il y a quand même à chaque fois, hein, c'est pareil, c'est une question d'équilibre et de variété. On a certains antioxydants, dont les polyphénols en particulier, qui vont être des facteurs antinutritionnels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité en fait de se combiner avec des protéines, donc d'autres protéines des protéines qu'on va consommer, et qui vont en fait être empêchées d'être absorbées. Donc toujours pareil, on en revient, hein, on reste le plus neutre possible, on consomme un petit peu de tout, pas la peine de manger trop de quelque chose ou d'essayer de complémenter à côté. Ça n'a pas d'intérêt, ça peut être même contre-productif puisqu'on a des facteurs antinutritionnels. Voilà pour cette partie des antioxydants. Alors, nos petits pigments, on va voir un petit peu ce qu'ils deviennent, parce qu'on a vu à quoi ils servaient, où est-ce qu'on les trouvait et comment on les voyait. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure que les végétaux vont vieillir, donc le vieillissement des végétaux, ça s'appelle, enfin pas que des végétaux, mais on peut appeler ça la sénescence aussi. Sénescence, par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il est sénile, j'ai entendu parler, et ben, ça vient de ce mot. C'est la sénescence. La sénescence d'un végétal, c'est le vieillissement d'un végétal. Donc, au fur et à mesure du vieillissement du végétal, on va avoir des modifications de ces pigments. Donc, par exemple, les polyphénols vont se mettre à brunir, parce qu'on a des enzymes qui sont naturellement là, comme dans tous les aliments, et ils vont former des pigments plus foncés, qui s'appellent des mélanines, hein, qui vont être des pigments bruns ou noirs. C'est le brunissement enzymatique. Vous en avez déjà entendu parler quand on a fait les procédés de conservation au début de l'année. Donc, les enzymes sont présentes et elles vont provoquer, en fait, en s'occupant des polyphénols, elles vont provoquer ce brunissement, c'est-à-dire que la couleur va changer. Donc, pour nous, ça va altérer le végétal, parce qu'on va le voir d'une certaine façon, donc le consommateur n'aura pas envie de consommer ce végétal. Du coup, on va, d'un point de vue industriel, en fait, pour rentrer dans le circuit de consommation, il va y avoir des traitements qui vont être appliqués pour essayer d'éviter ce brunissement enzymatique. Donc, comme vous le savez maintenant, les enzymes, il y a plusieurs moyens de les bloquer, soit avec une élévation de la température, donc sans élever très très haut, parce que les enzymes, elles sont assez sensibles à la température. Donc, ça sera juste un blanchiment. Donc, un blanchiment, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est? C'est pas de tremper ton légume dans une eau bouillante quelques secondes. Voilà, c'est d'appliquer une température élevée, mais très très rapidement. Hein. Le but, c'est pas comme la stérilisation, la fertilisation ou la pasteurisation, de détruire des micro-organismes. C'est juste en fait de désactiver les enzymes parce qu'elles n'aiment pas la chaleur. Donc rien que le fait de les tremper très rapidement dans de l'eau chaude et de ressortir, ça va permettre de détruire les enzymes, donc d'éviter le brunissement enzymatique. Donc le brunissement enzymatique, le blanchiment, pardon, il peut se faire directement dans l'eau chaude, mais il peut se faire d'un point de vue industriel, ça peut se faire aussi
avec un passage dans de la vapeur très chaude, donc des gros tunnels, on fait passer les légumes au milieu, il y a de la vapeur chaude qui passe dessus. C'est suffisant pour désactiver en fait les enzymes. Voilà. Donc pour préserver la couleur et éviter qu'il y ait ce brunissement, donc on va faire du blanchiment. Après, les enzymes n'aiment pas trop le froid, comme la plupart des choses, hein, donc ça va ralentir leur activité. Donc là, on peut appliquer une réfrigération. Donc, ça va aider un petit temps, hein, mais vous savez qu'à chaque fois, c'est assez limité par rapport à la réfrigération. Après, évidemment, si on congèle ou qu'on surgèle, bah là, on bloque tout parce qu'on arrête tout hein, à chaque fois quand on fait une surgélation ou une congélation. On peut éviter le brunissement aussi. Alors, c'est pareil, à la maison, on peut le faire hein, quand on coupe des légumes, des fruits, en ajoutant un produit plus acide, donc du vinaigre, du citron, etc. Ça permet de bloquer les enzymes. Elles ne vont pas aimer ce milieu acide. Après, bon là, on le fait moins à la maison, on peut conserver sous vide ou sous atmosphère protégée. C'est en fait l'absence d'oxygène qui va empêcher l'action des enzymes. Elles ont besoin qu'il y ait de l'oxygène. S'il n'y en a plus, elles ne pourront pas attaquer ces polyphénols et brunir le produit. Donc à la maison, on peut faire attention à ça pour éviter que ça noircisse ou que ça brunisse. Donc on peut couvrir les produits, on peut mettre de l'acide, on peut éviter de les préparer trop à l'avance en fait aussi, tout simplement, parce que plus ils seront laissés à l'oxygène et plus ils sont découpés, plus on augmente en fait la possibilité de brunissement, et pas seulement, on verra après qu'il y a d'autres pertes qui vont avoir lieu. Mais un détail à noter, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on n'aime pas ce brunissement enzymatique parce qu'on a l'impression que le végétal est en train de s'altérer, qu'il est plus bon. Donc le consommateur en général ne va pas aimer. Mais il semblerait en fait que ce soit une protection naturelle du végétal pour lutter contre les micro-organismes. Donc nous, on n'aime pas, mais pour le végétal, ça serait tout à fait naturel. Donc, quand on voit un fruit qui est devenu un petit peu marron, on ne va pas le manger. Alors qu'en fait, il est juste en train de se défendre. Mais souvent, hein, on a des injonctions paradoxales par rapport à ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas un problème microbio, là, ça sera juste un problème organoleptique. Alors après, on va voir les modifications de texture des végétaux hein, au fur et à mesure entre la maturité, même avant la maturité et après. Alors, la consistance, ça vous le constatez tous de toute façon facilement quand vous achetez des végétaux. La consistance d'un végétal, c'est le fait qu'il soit plus ou moins rigide. Donc ça va dépendre en fait de l'équilibre entre les fibres alimentaires, donc en quantité, mais pas seulement, aussi en qualité, ça dépendra si c'est des fibres solubles ou insolubles, et la quantité de glucides et surtout la qualité des glucides. Parce qu'il y a des végétaux qui contiennent de l'amidon, donc on aura une rigidité différente, du coup en fonction de cette qualité de fibres et cette qualité des glucides. Et ça va évoluer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que c'est pas figé du tout. Le végétal, il vit tout le temps. Même une fois qu'il a été récolté ou cueilli, en fait, il y a encore des choses qui vont se passer derrière. Ça ne va pas se figer parce qu'il est ramassé. Donc, globalement, plus on a de fibres, plus on a d'amidon. Imaginez, visualisez, évidemment, plus le végétal est rigide. Ensuite, au niveau du type de fibre, plus on a des fibres type hémicellulose et cellulose, donc on est plutôt sur les insolubles, plus c'est rigide. Rappelez-vous, les fibres insolubles, c'est celles qu'on trouve en majorité autour des grains de céréales, par exemple. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez rigides. Après, plus on va avoir, en termes de qualité de fibres, des fibres solubles type pectine, plus on aura un végétal qui sera mou. Voilà. Donc après, c'est jamais que soluble ou que insoluble, il y a toujours un petit peu des deux, mais en fonction de la proportion qu'on aura, on aura des végétaux plus ou moins rigides. Le truc, c'est qu'il va y avoir une évolution au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas fixé, on n'a pas tant de fibres solubles, tant de fibres insolubles. On va avoir une évolution au fur et à mesure du vieillissement du végétal. Donc, quand les végétaux sont jeunes, on va avoir pas mal de pectine. Donc, c'est un végétal qui va se tenir, mais qui n'est pas très, très rigide. Et au fur et à mesure du vieillissement, on va avoir de plus en plus de fibres type hémicellulose et après des fibres insolubles, cellulose et lignine. Et là, on va avoir en fait une rigidité accrue au fur et à mesure. Alors, ensuite, il y a une autre, au niveau de la texture, il y a un autre point qui s'appelle la turgescence.
La turgescence, c'est ce qui va donner la fermeté du végétal en fonction de la quantité d'eau en fait, qu'on va avoir. Donc, en fonction de l'humidité qu'il y a autour au niveau du lieu de stockage, de la teneur en eau au départ du végétal, des échanges qu'il peut y avoir, on va avoir en fait une turgescence plus ou moins importante. Vous voyez bien que quand vous faites cuire un végétal, la plupart des végétaux deviennent beaucoup plus mous parce qu'on a fait rentrer de l'eau. Ben, en fonction de la façon dont il est stocké, ben, il va soit se vider de son eau, soit se remplir s'il y a beaucoup d'humidité. Et du coup, la texture, donc la turgescence, va changer. Donc, ça sera important de faire attention en fait, aux conditions de stockage pour préserver au mieux le végétal. Après, petite remarque sur la texture et la digestibilité que ça va entraîner. Ça va nous faire aussi appel à une autre notion que vous connaissez. Alors, Cali, pourquoi tu ne parles pas, Cali? C'est encore 5 sur le PNF 4? Oui, je répondais à une question. Oui, on avait répondu tout à l'heure. Tu suis? Oui, je suis là. D'accord. Alors, texture et digestibilité. Donc, plus un végétal va être coupé, haché, mixé, cuit, etc., plus on va avoir une digestibilité augmentée. Parce qu'au fur et à mesure, on va décomposer ces fibres. Alors, attention, je reviens dessus parce que c'est ce que vous mettez toujours dans vos devoirs. Les fibres, quand on fait cuire les fruits, les légumes, etc., à aucun moment elles ne disparaissent. Parce que vous me parlez toujours de la digestibilité, de la différence entre un légume cru, un fruit cru et un légume cuit ou un fruit cuit. Les fibres ne vont pas disparaître, il n'y a rien qui disparaît. Elles vont juste être décomposées, hachées, cuites, donc ramollies. Donc ça va changer des choses sur la digestibilité et sur l'index glycémique, mais à aucun moment elles ne disparaissent. Donc, faites attention aux termes que vous utilisez dans vos copies quand vous mettez ça. Parce que ce n'est pas la même chose, quoi. Donc les fibres, voilà, plus on les modifie, plus on les détériore, plus on augmente la digestibilité des autres nutriments. Ça a une importance par rapport à l'index glycémique en particulier. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est l'index glycémique? C'est la capacité à faire augmenter la glycémie. Ouais, voilà, à peu près. C'est la notion qui nous permet d'évaluer à quelle hauteur la glycémie va être augmentée par rapport à l'ingestion d'un aliment. Du coup, cette notion de texture et de variation de texture, elle est hyper importante par rapport à l'index glycémique parce que entre une pomme, une compote et un jus de pomme, on va avoir 3 choses complètement différentes. Pourtant, on part de la même pomme. C'est pour ça qu'on parle bien du jus de fruits et qu'on a bien dit qu'on arrêtait d'en consommer, que ça doit juste être occasionnel. Donc la pomme, elle est crue, elle a toutes ses fibres qui n'ont pas du tout été détériorées. Donc l'index glycémique va être plus bas que par exemple la compote où là on a fait cuire les fibres. En plus on les a mixées, hachées, donc elles sont déjà attaquées entre guillemets. Donc l'index glycémique augmente. Avec le jus de pomme, on fait exploser l'index glycémique parce qu'on n'a plus de fibres du tout et on n'a plus que le sucre du fruit. Donc c'est hyper important parce qu'il n'y a pas, faut pas mettre en équivalence une pomme et un jus de pomme. Ça ne nous apportera pas du tout la même chose. Donc les fibres, là pour le coup dans le jus de fruits, il n'y en a quasiment plus. Pour la compote, elles sont toujours là, mais elles ont été transformées, ce qui fait que ça augmente l'index glycémique et la digestibilité, donc l'absorption de toute façon de tous les nutriments. Donc, il n'y a rien à interdire particulièrement, surtout entre la pomme et la compote, mais il faut le prendre en compte. On ne va pas consommer que des végétaux qui sont cuits, qui sont mixés, parce qu'on aura beaucoup moins l'intérêt de nos fibres, parce que en fait, le fait que ça baisse le CUD, ça nous intéresse sur pas mal de nutriments. Alors, on va commencer, du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu les variations organoleptiques, on va voir la valeur nutritionnelle des fruits et des légumes frais. Donc, la valeur nutritionnelle des fruits et légumes frais, il faut essayer de la considérer, même si on se rend bien compte que ce n'est pas du tout le cas, mais on va la considérer au moment de la maturité. La maturité, c'est un instant bref qui est après la maturation et avant que le végétal se mette à vieillir. Donc, normalement, dans l'idéal, on devrait récolter les fruits et les légumes pile à maturité.
Alors, pourquoi je dis que c'est pas si fréquent que ça, à votre avis? Est-ce que vous avez des fruits et des légumes à maturité en général? Non, il Parce que- récolte avant. Pardon, vas-y. Non, mais oui, j'allais dire pareil, parce que du coup, pour qu'un supermarché il soit gardé plus longtemps, et ben, il les récolte avant. Ouais. Transport. Voilà, il y a forcément du transport, alors plus ou moins long, hein. Parfois, on peut venir des végétaux de l'autre bout du monde. Bon, après, il y a d'autres questions qui se posent, qui sont écologiques, éthiques, etc. Mais d'un point de vue nutritionnel, de toute façon, et organoleptique, si on fait venir un végétal de loin, le temps de transport, s'il était mûr au départ, donc bien à maturité, le temps qu'il arrive jusqu'au consommateur, il sera dans un état qui fait qu'il sera plus consommable. Donc forcément, la plupart des végétaux sont récoltés avant d'être à maturation, vraiment à maturité, pardon. Ils sont donc récoltés en cours de maturation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini en fait de maturer tranquillement. Ça change la valeur nutritionnelle. Donc nous, il faudrait qu'on considère le moment où c'est le mieux, où c'est à maturité, où c'est optimal, sauf qu'évidemment, il y a en tête que ça ne va pas être tout à fait le cas, puisque forcément, on a tous ces temps de transport, de conservation, etc. Du coup, on en revient au fait, ce qu'on dit à chaque fois, on essaie de privilégier les circuits courts. Donc, plus on est sur du circuit court, plus on a de chances d'avoir des produits qui sont à maturité. Donc là, on est dans une région, alors peut-être qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais nous, la plupart, on est à Montpellier. Donc on est dans une région où on a pas mal de végétaux et où on peut facilement s'approvisionner en produits locaux, en circuit court. Donc ça nous permet d'être au plus proche de la maturité, même si on n'est pas complètement. Après, au niveau des légumes, c'est des fois moins évident de se rendre compte du moment où il est vraiment à maturité, parce que la couleur n'est pas hyper modifiée. Par contre, sur les fruits, ça se voit plus. Imaginez des cerises, vous voyez très clairement à quel moment ça va maturité, hein, parce que la couleur est bien présente. On voit la modification. Sur les légumes, c'est un petit peu plus difficile à cerner. Alors, on va commencer par les légumes frais. Donc, je vous ai mis rapidement les légumes les plus consommés en France. Alors, ça dépend un petit peu des sources, hein, mais la tomate, en général, arrive en premier, même si botaniquement, on l'a vu, c'est un fruit. Mais si on considère que c'est un légume, elle fait partie des premiers légumes. On a la carotte, voilà. Donc, ce n'est pas forcément à savoir, mais c'était pour vous donner une indication. Donc, comme on fait à chaque fois sur tous les groupes d'aliments, on va commencer par parler de l'eau. Donc, on va avoir des variations parce que vous avez vu qu'on avait différents types de légumes entre les fruits à feuilles ou les légumes feuilles ou les fruits légumiers, etc. On va avoir des quantités d'eau qui sont très importantes. Et si on va jusqu'aux graines fraîches, donc le petit pois, la fève fraîche, etc., on a déjà moins d'eau. Donc, on va se retrouver avec une échelle assez différente. Mais voilà, pour vous dire un ordre d'idée. Donc, la quantité d'eau qu'on va retrouver dans les légumes, elle va de 72 à 95%, en sachant qu'on est plutôt autour des 90-95%, parce que les graines fraîches, c'est juste une petite partie. Donc, retenez plus le 90-95%. Du coup, qu'est-ce qui me fait le commentaire par rapport à ça? Si on est à 90-95 grammes pour 100 grammes d'eau. Juste, j'avais une question. Pourquoi vous avez mis le melon dans les légumes? Parce qu'il est consommé. Alors, c'est pas moi qui l'ai mis. En fait, je l'ai pris sur Interfell qui nous donne les fruits et légumes les plus consommés en France. Le melon, il est souvent consommé en entrée, donc je pense qu'il est considéré comme un légume, tu sais, en crudité, quoi. Voilà. Ok. Et sinon, du coup, c'est qu'il y a une teneur très élevée en eau et que du coup, l'activité de l'eau, elle est très élevée et que du coup, ça augmente les risques de contamination de micro-organismes. Pas contamination. De développement des micro-organismes. Oui. Et du coup, la durée de stockage, elle sera limitée. Oui. Et la valeur énergétique sera plus faible. Voilà. Donc à chaque fois, c'est pareil, hein, pour l'eau, on va déduire les mêmes choses. Là, on a des quantités, si on considère 90-95%, on a une quantité qui est très importante, qui est très élevée. Alors, déjà, ça c'est un truc qu'on ne dit pas d'habitude, mais c'est tellement élevé. Et vu les quantités recommandées de consommation, ça va participer à la couverture des besoins hydriques. Voilà. Alors, il y a d'autres aliments qui le seront moins parce qu'on les consomme moins, mais vu la consommation qu'on recommande de fruits et légumes,
avec cette quantité d'eau, ça va couvrir une partie des besoins. On fera un bilan hydrique une fois, je vous montrerai. Ça couvre une partie si on respecte les recommandations. Après, vu la teneur élevée, effectivement, on a une activité de l'eau qui va être importante. Donc, l'activité de l'eau importante va entraîner un risque de développement de micro-organismes important. Mais, parce qu'il y a un mais, il ne faut pas se contenter à chaque fois de ça. Imaginez quand vous achetez des fruits et des légumes, est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez les garder que 1 ou 2 jours? Non. Non, ça Ah se non. garde plus. Ils ont rajouté des produits dessus. Non, c'est pas pour ça. Alors, il y aura en partie ça, bien évidemment, mais même si on ne met pas ça en compte, si on ne tient pas compte de ça, quand vous achetez des légumes, ça peut se garder un certain temps. Alors, ça ne se garde pas indéfiniment, mais vous pouvez les garder un petit peu. C'est pas comme, imaginez de la viande fraîche, vous ne la gardez pas aussi longtemps que des légumes, alors qu'en fait, vous avez beaucoup plus d'eau, vous avez beaucoup d'eau des deux côtés. Alors, en fait, c'est tout simplement que dans les fruits et les légumes, on a ces fameux acides organiques dont on a parlé tout à l'heure et qui vont créer un milieu qui est peu propice au développement des micro-organismes, puisqu'on a une acidité qui sera présente et que la plupart des micro-organismes n'aiment pas trop ça. Voilà. Donc attention, rappelez-vous, c'est pas parce qu'on a forcément beaucoup d'eau qu'on va avoir un développement automatique de micro-organismes. Mais Oui, il y a un risque plus élevé, mais il y a pas mal d'aliments qui ont des protections entre guillemets naturelles. Donc là, c'est la présence d'acides organiques. Oui. Pour certains légumes, on n'avait pas dit, enfin pour les oignons, l'ail et tout, qu'il y avait aussi le procédé d'ionisation pour éviter les germes. Oui. Mais du coup, est-ce que ça marche que pour les oignons, les pommes de terre et tout, ou ils le font aussi sur d'autres légumes? Pour l'instant, c'est surtout effectué sur les oignons, les pommes de terre, les bulbes et les tubercules. Okay. Pour l'instant, c'est cela. Parce qu'en fait, c'est cela qu'on garde le plus longtemps et qui risque de germer. Et l'ionisation, elle est hyper performante sur ce côté anti-germinatif. Voilà. Donc pour l'instant, c'est surtout sur cela que c'est utilisé. On l'avait vu au début de l'année, l'ionisation, on commence seulement à avoir un petit peu de recul, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça sera peut-être plus utilisé plus tard, on ne sait pas, peut-être moins, il faut attendre un petit peu. Mais en tout cas, effectivement, sur ce type de légumes, c'est hyper performant. Madame, j'ai une question par rapport à l'eau. Oui. Mais du coup, les légumes, quand on va les cuire, il y a de l'eau qui va s'évaporer un peu quand même. Du coup, il y en aura moins. Ça dépend comment tu les cuis. Ah oui. Genre à la vapeur, non, ça va pas. Si, justement. Alors à la vapeur, non. Non, parce que c'est saturé en eau, l'atmosphère autour est saturée en eau, donc tu n'en perds pas en fait. Donc ça dépend comment tu les cuis. Après, si tu les fais revenir dans une poêle, sauter, etc., ça dépendra du temps. Hein. Mais là, tu peux perdre un petit peu d'eau, effectivement. Ouais. Mais ça pas dépend tant complètement ça, des légumes aussi. Leur quantité d'eau, de la qualité des fibres. Voilà. Donc il faudra adapter, mais on le verra en fin de cours, il faudra adapter la cuisson mais c'est toujours pareil, comme tous les aliments, pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles tout en ayant des bonnes qualités organoleptiques et en assurant la qualité microbio. Toujours à se battre entre les trois, de toute façon, en permanence. D'accord, merci. Du coup, sur l'eau, voilà, on a vu le côté microbio et le fait qu'on ait beaucoup d'eau, 90-95, c'est ce qu'on a dit, ce que Gabi nous a dit avant. Évidemment, ça va impliquer qu'on aura une valeur énergétique qui sera faible parce qu'il ne nous restera que 5 à 10% d'autres choses dans les légumes. Donc, forcément, ce sera très faible. Alors, on fait toujours dans le même ordre. Donc là, je vous ai repris protéines, lipides, glucides comme d'habitude. Même si, évidemment, protéines, lipides, ça va aller très vite. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque le constituant essentiel, ça va être les glucides dans les légumes. Ça sera pareil pour les fruits. Mais on reprend toujours comme d'habitude dans l'ordre pour qu'on ait bien tous les nutriments. Donc même si vous avez une analyse à faire ou une comparaison, vous en parlez de ces protéines et de ces lipides, même si c'est plus rapide que sur les autres groupes d'aliments. Donc pour les légumes, on va retenir une teneur à 1% de protéines, en sachant qu'on va avoir des variations. Donc il y en a qui en ont encore moins que ça. Et puis dans les graines fraîches, donc le petit pois par exemple, on peut avoir jusqu'à 5% de protéines. Alors, que ce soit 1 ou 5, de toute façon, parce que le 5, il est quand même assez exceptionnel, ça va être très pauvre en protéines. En plus, vous le savez, c'est des protéines d'origine végétale, donc le CUD n'est pas bon, la valeur biologique est mauvaise, et on a un indice chimique
qui est médiocre aussi parce que les facteurs limitants sont présents. On a les facteurs limitants en acides aminés soufrés. Voilà. Donc, on a très très peu de prot et la qualité n'est pas bonne du tout. Je pense qu'on peut passer assez rapidement. On ne va pas manger des légumes pour leurs protéines, ça n'aura aucun intérêt. Les lipides, on en a parlé tout à l'heure rapidement quand on a vu les pigments. On ne va pas retenir de valeur, c'est négligeable. Vous mettez des traces ou négligeable parce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a un apport en lipides. Par contre, il faut bien penser qu'il y a quand même des traces parce que ça va nous permettre d'avoir des composés liposolubles, comme on l'a vu tout à l'heure, des carotènes, donc la provitamine A qui est le bêta-carotène, mais on aura aussi de la vitamine E, un antioxydant. Voilà, donc c'est juste pour ça qu'il faut retenir les lipides. Vous ne retenez pas une valeur, vous ne mettez pas dans vos rations, etc. Vous ne mettez rien pour les lipides, hein, vous ne considérez pas qu'il y en a, mais retenez qu'il y en a pour cet apport en éléments liposolubles. C'est l'intérêt. Alors après, les glucides. Donc les glucides, ça va être le nutriment le plus important qu'on va trouver dans les légumes. Et attention, à une grosse importance, on va trouver 5%. Voilà, donc ça reste extrêmement faible, mais c'est le nutriment principal. Donc en gros, les légumes, c'est de l'eau et un peu de glucides. On va trouver d'autres éléments, mais en quantité moindre. Donc pour les macronutriments, on va avoir des glucides. Donc 5%. Évidemment, il y a des différences entre les catégories de légumes et même au sein des catégories. Donc, il faut retenir qu'encore une fois, les graines fraîches et les légumes racines, là, pour le coup, sont un peu plus riches, c'est-à-dire qu'on est entre 7 et 10%. Et après, sur les autres légumes, feuilles et fruits légumiers, on est entre 2 et 5. Voilà. Dans tous les cas, on va garder la moyenne de 5, c'est une teneur qui est faible. Et la nature de ces glucides, ça va être ce que je vous ai dit tout à l'heure, fructose, saccharose, glucose, en vous rappelant qu'on a un pouvoir sucrant qui est plus important pour le fructose. Donc, c'est des sucres, des glucides simples qui vont être utilisés assez rapidement, assez facilement. Ça dépendra après de la quantité de fibres qu'on a autour. Et la proportion, autant en quantité qu'en proportion de type de glucides, va varier en fonction du type de légume, de la variété au sein du même légume, de l'état de maturité. Donc ça va varier, mais ça ne va pas varier dans des proportions énormes non plus. Et la maturité, il y a un côté important parce qu'en fait, on a dans les légumes, on a la réserve d'énergie qui est sous forme d'amidon. Donc au fur et à mesure de la maturité du légume, on va avoir cet amidon qui va se transformer en glucides sains. Voilà. Donc quand on a encore de l'amidon dans certains légumes, on ne peut pas le consommer cru. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas le digérer, on ne pourra pas l'hydrolyser. Donc, il faudra forcément le consommer. Bon, après, je vous ai reparlé d'index glycémique, mais on en a parlé tout à l'heure. Petite remarque, et c'est pour ça qu'en fait, il y a un tel débat au sein des petits pois, c'est que les petits pois, ils font en fait l'inverse des autres légumes. Je crois que je vous avais déjà expliqué. Les petits pois, ils ont de l'amidon. Donc déjà, ils en ont, alors que les autres n'en ont pas forcément. Et la proportion va varier en fonction de l'âge du petit pois. Donc, normalement, pour savoir si on classe dans les légumes ou les féculents, il faudrait lui demander son âge. Ça nous permettrait de savoir. Mais en gros, quand les petits pois sont jeunes, donc c'est les petits pois frais là qu'on peut cueillir directement, quand c'est la saison qui est très très courte, hein, ça va très très vite les petits pois, on a environ un tiers d'amidon, 2 tiers de glucides simples. Voilà. Donc là, on peut considérer qu'il y a quand même plus de glucides simples, que ça ressemble plus à un légume, pas de souci. Et le petit pois est particulier parce qu'au lieu de transformer son amidon en glucides simples comme les autres, lui, il fait l'inverse. C'est-à-dire que plus il vieillit, plus il fabrique de l'amidon. Donc, on peut se retrouver jusqu'à avoir la proportion inverse du petit pois jeune. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec 2 tiers d'amidon et 1 tiers de glucides simples. Alors, du coup, ça ne fait pas le même goût, ça ne donne pas la même consistance, pas la même texture. Et c'est vrai que nutritionnellement, c'est un petit peu différent. Mais il n'empêche que même avec 2 tiers d'amidon, on est quand même très 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 loin de ce qu'on peut retrouver dans les autres féculents. Et c'est pour ça qu'on peut le garder dans la classification légumes et surtout pas le repasser en féculent. Alors, certains légumes vont contenir encore de l'amidon, même après, en fait, après la maturité. Donc, il y en a un petit peu dans la tomate. Ça peut expliquer que certaines personnes aient du mal à digérer des tomates crues, alors qu'ils arrivent plus facilement sur les tomates cuites. Ça peut être une explication. Les haricots verts, les choux, etc. en contiennent aussi encore. Après,
à noter aussi que certains légumes contiennent de l'inuline, donc c'est un polymère de glucose, hein, c'est plein de glucose accroché, qui ne va pas être complètement absorbé et qui du coup va se comporter comme une fibre. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on va se retrouver avec un glucide qui n'est pas absorbé et donc qui va se comporter comme un prébiotique, hein, qui va permettre de nourrir les bactéries du microbiote, qui nous protège de pas mal de choses. Après, il ne faut pas en abuser parce que justement, il peut y avoir un inconfort digestif pour certaines personnes. Comme quels légumes, par exemple? Je l'ai mis l'artichaut, le topinambour, le salsifis, des choses comme ça. Donc, en fonction des légumes, on va retrouver du coup des particularités comme ça qui font qu'il y a des tolérances digestives individuelles qui peuvent être différentes. Après, les fibres. Donc, on va retenir une moyenne, mais alors ça va vraiment être de la moyenne à 3,5. Donc, ça, c'est ce que vous avez dans votre tableau simplifié de ration, je pense. Que vous avez? Oui? Non? Vous avez combien? Dans le tableau simplifié, on n'a pas les fibres. Ouais. Ah, mais pas encore? Là, quand Non. vous les rajouterez, vous verrez si vous avez ça. Voilà, 3, 3,5, ça marche. Hein, en fonction de ce qui vous arrangera, vous mettez 3, 3,5. Donc, c'est de la moyenne. En tout cas, c'est des quantités qui sont intéressantes vu. Alors, déjà, le 3, il est intéressant parce que quelqu'un peut me rappeler la RNP en fibres. 30 grammes par jour. 30 grammes. Voilà, 30 grammes par jour. Donc là, même le 3,5, même si c'est que de la moyenne, il est déjà intéressant. En plus, si on considère les quantités recommandées de consommation, vu qu'on est sur 5 portions de fruits et de légumes, on voit bien que ça devient vraiment encore plus intéressant parce que très rapidement, on va pouvoir arriver à ces 30 grammes de fibres en sachant que ce n'est pas le seul groupe qui va nous amener des fibres en plus, puisqu'on en aura avec les céréales qu'on a déjà vues et on aura d'autres types de fibres en plus. Donc voilà, à retenir le 3,5. Donc on va avoir essentiellement on dit souvent qu'on a essentiellement des fibres solubles parce qu'en gros, les fibres insolubles, c'est ce qu'on va retrouver dans la peau, les pépins, et c'est pas forcément ce qu'on consomme. En général, on l'enlève pas, surtout pas tout le temps. Et en général, on enlève quand même plus la peau et on consomme le reste, et c'est sur le reste qu'on va avoir essentiellement des fibres solubles. C'est pour ça qu'on vous fait retenir plutôt comme ça, c'est-à-dire que les fruits et les légumes, c'est surtout des fibres solubles. Mais ça n'est pas tranché dans le sens où il y a quand même des fibres insolubles, voilà, qu'on retrouve surtout voilà, dans la peau, les pépins qu'on va éliminer. Donc, on va avoir des proportions bien différentes. Par exemple, le petit pois, on a 5 grammes, donc on est au-dessus de la moyenne. Le concombre, alors qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y en a beaucoup, on n'a que 0,6 grammes de fibres pour 100 grammes. Non, on ne dirait pas du tout, hein, mais voilà, ça fait très peu. Donc, des fois, la consistance et l'apparence du légume n'est pas forcément un bon indicateur de sa quantité de fibres. C'est assez étrange, mais ça dépend de sa constitution, de comment elles sont disposées, etc. Alors, on l'a vu un petit peu au début, les fibres, je vous ai mis un petit rappel, ça va être important, il y a pas mal de rôles donc sur la régulation du transit, sur le fait que comme elles diminuent le CUD de tous les nutriments, ça va jouer sur quand on a moins de lipides qui vont être absorbés, et ben ça permet une prévention des maladies cardiovasculaires. Si on a moins de glucides, ça permet une régulation de la glycémie, donc une prévention du diabète de type 2. Et ça, on peut le décliner sur tout. Donc ça a un intérêt sur toutes les pathologies dont on avait parlé tout à l'heure, grâce au fait en particulier, pas seulement, mais grâce au fait en particulier, que ça va diminuer le CUD de la plupart des nutriments. Après, à noter que les pectines, donc les fibres solubles, ont un effet antidiarrhéique. Alors souvent, on a l'impression que c'est l'inverse, mais voilà, ces fibres-là ont cet effet-là. Donc elles vont ralentir le transit au lieu de l'accélérer. Donc quand on vous dit de manger des fruits pour accélérer le transit, c'est pas tout à fait exact en fait. C'est plutôt l'inverse. Voilà pour les fibres. Alors, vu l'heure, normalement, Corinne aurait dû revenir pour pouvoir vous revoir tous un petit peu. Madame, Oui. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer, par exemple, les poivrons ou les choses comme ça? C'est pour l'amidon dans la peau aussi ou pas?
Non, alors il peut y avoir un petit peu d'amidon, mais après, il y a plein d'aliments, il y a des tolérances individuelles qu'on explique ou pas, en fait. Donc, il peut y avoir un petit peu. Alors, je vais répondre à la question après. Il peut y avoir de l'amidon, et après, il y a aussi des substances, donc toutes ces substances volatiles, ces acides organiques, il y a pas mal de gens qui vont plus ou moins le tolérer. Après, si tu enlèves la peau, les pépins des poivrons et qui sont cuits, la plupart du temps, ça passe quand même. Ouais, C'est plutôt les fibres, en fait, insolubles qui posent le problème. d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, j'ai pas compris le sens de CUD. Alors oui, c'est normal. Le CUD, c'est le coefficient d'utilisation digestive. Ça signifie rapidement l'absorption des nutriments. C'est-à-dire, ça nous permet d'évaluer si un nutriment est bien absorbé ou pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bon. Okay. Oui, donc il est 11h25. Corinne, si tu es là. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Bon, parfait. Très bien. Bon, j'ai appris plein de choses, moi. C'était très, très instructif. Très bien. Alors, les étudiants, si vous voulez prendre une petite pause, les étudiants de Corinne, parce qu'après vous avez cours, il me semble. Bah, pas avec moi, mais ils ont cours, oui. Voilà, ils ont cours après. Donc, voilà, si vous voulez prendre une petite pause avant votre prochain cours, voilà, vous pouvez bien sûr vous déconnecter. Je vous dire à demain, mes étudiants. Ouais. Demain matin, on se retrouve. Je vous envoie le lien tout à l'heure. Merci. Ok, merci. À demain. Bonne fin de journée. Merci. Voilà. Au revoir. Merci à chacun. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.